Hello et bienvenue dans Take Me to the Startup, le podcast tech pour les dirigeants de startup. Je suis Tamara, Product Manager. Chaque semaine, je t'aide à démystifier la tech en te donnant des conseils et des outils pour faire évoluer ton entreprise en toute sérénité. Avec ma casquette d'exploratrice, je vais te parler organisation, communication, gestion de produits et d'équipes et bien d'autres choses. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à en parler autour de toi. Et tout de suite, je te laisse écouter l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on accueille Olivier qui est développeur et avec qui on va discuter un peu des difficultés auxquelles on ne pense souvent pas quand on se lance dans un projet tech, mais qu'on rencontre presque toujours. Hello Olivier, est-ce que tu peux un peu te présenter, nous parler de toi, de ton parcours ? Salut, ouais, pas de souci. Alors moi c'est Olivier, j'ai 35 ans. Je suis développeur web depuis une dizaine d'années, 10 ans à peu près, freelance depuis 5. Et j'essaye d'être solopreneur depuis une petite année, de monter des business tech. Et du coup, c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est tes side projects et de comment ça a évolué. Les choses que tu imaginais au début et que tu as découvert petit à petit dans ce milieu. Ouais, c'est pas ce qu'on croit. Est-ce que tu veux un peu nous parler un peu de tes projets, de tes side projects pour un peu mettre du contexte Ouais, je peux expliquer rapidement le parcours, on va dire, en tant que solopreneur, si on peut dire ça. C'est encore un peu prématuré, mais j'ai fait des premiers projets, donc il y en a qui sont allés jusqu'à aller en prod. Et il y en a un qui est allé jusqu'en prod et il y en a deux qui ont été abortés un peu plus tôt que prévu. Parce qu'en fait, du coup, c'est là où je disais c'est très différent de ce qu'on pense. Au début, quand on est tech, on pense qu'il suffit juste de coder et pas du tout. Et du coup, le tout premier Insight Hunt, ça a été un outil de collecte de feedback. Du coup, pour à destination des autres SaaS. Et comment j'en suis arrivé à vouloir faire ce produit, c'est en cherchant un petit peu des idées pour un premier projet. Mon objectif, c'était de trouver quand même un projet où il y avait un segment sur un marché existant. Donc un marché existant, la récolte de feedback, il y a plein d'outils existants. Et j'avais remarqué qu'ils étaient tous très chers, ou la version gratuite qui était assez light. Et je me suis dit, tiens, on va peut-être se positionner sur un truc comme ça, en prenant un peu le business model de Tally, machin. Et bon, dans l'exécution, ça s'est pas du tout bien passé. Je suis arrivé à mettre en ligne ce produit en essayant de suivre un petit peu tous les conseils qu'on peut voir sur LinkedIn et autres des gourous solopreneurs. C'est-à-dire le plus vite possible, et le plus vite possible, c'est pas si vite que ça. C'est pas si vite que ça dans le sens où il faut quand même avoir une qualité d'exécution et ne pas se précipiter non plus. Faut pas confondre vitesse et précipitation. Faut quand même avoir de la qualité. Faut aller très vite dans le sens où faut pas s'éparpiller et avoir plein de fonctionnalités. Faut aller à l'essentiel de la fonctionnalité qu'on veut. Ensuite, il y avait eu une idée de dashboard pour freelance. Ça, je suis même pas allé jusqu'au point de développer. J'avais commencé à parler avec plusieurs personnes, du coup, pour avoir un peu des feedbacks avant même de développer, voir un petit peu l'intérêt. Donc ça n'a pas suscité le moindre intérêt. Donc je suis pas allé plus loin. Et il y avait une idée de plateforme pour solopreneurs, pour pitcher un peu les idées, pour récolter un petit peu des avis sur la faisabilité, sur vous prendre un petit peu la température, les tendances, suite justement à mes deux premiers projets pour voir, essayer d'avoir une espèce de plateforme pour voir comment on pourrait s'entraider entre nous et prendre un peu la température, récupérer des conseils, des feedbacks, échanger par rapport à tout ça. Mais ça me paraît très ambitieux comme projet d'un point de vue marketing parce que il faut générer, faut avoir beaucoup de traction. C'est pour ça que je l'ai mis de côté pour le moment. Pour le moment. Donc on verra peut-être apparaître un jour. Je sais pas. Franchement, ça va tellement vite que je sais pas. Du coup, je commencerai bien par parler de ce que tu as évoqué sur ton projet d'avant. Un peu tout ce qui est s'intéresser à sa cible, justement, parce que c'est souvent ce qui est négligé plutôt par les devs quand on se lance dans un projet. On pense à la technique, mais on pense pas souvent à qui c'est qui va avoir envie de l'acheter. Du coup, un peu, comment tu as abordé les personnes avec qui tu as discuté de tes projets et comment on fait un peu pour trouver les gens qui vont tester notre projet, quoi. Le tout premier, là, le dashboard freelance, je suis pas allé plus loin justement parce que j'ai parlé avec plein d'autres freelance. Donc ça, c'est pas compliqué sur LinkedIn quand on est sur un freelance. On a beaucoup d'autres freelance dans notre réseau. Donc pour les aborder, c'est assez facile. On en connaît déjà personnellement plusieurs.
Donc, on a facilement une dizaine de personnes à qui poser des questions, interviewer. Et soit on fait un truc très cadré, soit c'est vraiment une discussion un peu informelle. Moi, j'aime bien le côté discussion informelle parce que l'idée, c'est vraiment d'aller poser des questions sous-jacentes sans forcément parler du projet en lui-même. Et vraiment, ça permet de pas avoir un biais directement au moment où tu poses des questions et voir si justement si c'est vraiment un point de douleur ou pas, ce qui est justement tout le point, l'intérêt des interviews. Ouais, c'est sûr. En fait, faut éviter de poser des questions trop fermées parce que si tu demandes est-ce que ça c'est une bonne idée, souvent on va te dire oui alors qu'en fait la personne elle s'en fout quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Je pense que c'est un peu ce qui s'est passé avec Insight Hunt, l'outil de feedback. Je suis allé un petit peu trop rapidement au début, c'était une conversation. Je suis allé très rapidement sur des questions qui étaient un peu orientées. Clairement, c'est un besoin, mais je l'ai probablement pas très bien adressé. Et surtout, je me suis contenté de, ok, c'est un besoin. Et je suis pas allé voir sur, ok, à partir de qu'est-ce qui ferait que tu payes, qu'est-ce qui ferait que tu utiliserais tel outil plutôt qu'un autre. Je suis pas allé beaucoup plus loin. J'étais vraiment sur le côté rapidité d'exécution, minimum le MVP. Vraiment, je me suis focus sur le MVP. Et dès que j'avais un truc qui fonctionnait, je suis parti en prod, je suis parti en parler avec tout le monde. Et ça fait un flop, ça intéressait personne parce que il y a 15 000 versions bien meilleures qui existaient que la mienne. Et du coup, il y a pas d'élément de différence. Et du coup, enfin, quelle méthode t'as essayé d'utiliser pour trouver des bêta-testeurs justement parce que j'imagine que t'as lancé ton MVP, c'était un peu l'objectif. Oui, j'avais parlé pour celui-là, pour la récolte de feedback, j'avais parlé à plusieurs personnes qui montent des SaaS, donc avec des personnes qui avaient des SaaS qui existaient depuis 2, 3, 4 ans, des personnes qui avaient beaucoup d'utilisateurs et des personnes qui étaient en cours de développement du SaaS. Et pour voir un petit peu en fonction du stade de maturité du produit et avoir des retours. Et du coup, quand je suis arrivé et que j'ai récolté un petit peu les avis et qu'on voyait que c'était un vrai problème, un point de friction de la récupération de feedback, c'était quelque chose qui était important. Je suis allé, une fois que j'avais le MVP, du coup, leur demander d'installer le projet, de le mettre sur leur SaaS pour faire la récupération de feedback pour qu'ils soient testeurs. Et en fait, à partir de là, c'est là où je me suis rendu compte que je suis pas allé assez loin dans les interviews parce que du coup, ça intéressait personne. Ça intéressait personne. Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont ghosté. Et c'est là où c'est un peu la réalité entre eux. Quand tu dis ouais, qu'est-ce que t'en penses? Tout le monde dit ouais, c'est bien, c'est super, vas-y, fonce. Et après, quand tu es allé trop vite, que tu as fait beaucoup d'erreurs parce que c'est le premier et qu'en plus de ça, t'as pas posé les bonnes questions et t'as un peu cru tout le monde sur parole, c'est là où t'as la première étape où tu te dis ok, là il y a des trucs à revoir quand même. Du coup, si tu devais refaire, en fait, tu t'attaquerais pas au dev tout de suite. Je me suis pas attaqué au dev tout de suite, c'est ça le pire. Mais je m'y attaquerai différemment. J'essaierai de trouver justement un élément différenciant, quelque chose qui fait que l'outil sortirait du lot, et j'irai un peu plus fort sur la com, sur le marketing. Ça aussi, c'est un sujet important. Ça, vaste sujet qui est encore un peu obscur pour moi. Et du coup, pour parler un peu de la concurrence, c'est sûr que souvent on se dit, si je passe du temps à discuter avec les gens, si je fais trop de choses avant, je vais perdre du temps. Il y a quelqu'un d'autre qui va sortir le projet avant moi, quoi. Comment tu vois un peu ça maintenant que tu as eu plusieurs expériences sur un Je peu? pense qu'il y a beaucoup de monde qui part sur différents projets et que chaque projet est assez unique et que s'il doit marcher, ça dépendra du marketing et de la manière dont tu as exécuté le truc. C'est pas une question, la question de timing, je suis pas convaincu par rapport à ça. Tu vois, je pense que ça vaut le coup de prendre une semaine, 2 semaines pour bien penser le produit, pour bien penser justement le marketing, les éléments différenciants, sur quoi tu appuies, sur quel point de douleur tu vas appuyer, insister, la proposition de valeur, plutôt que de faire un produit au top, mais que derrière tu sais pas comment le vendre, tu sais pas à qui t'adresser, et du coup tu vas perdre plus de temps après derrière justement à accrocher du monde si tu cibles pas quoi. Puis aussi, il y a une autre erreur qui peut être de vouloir adresser tout le monde. Et ça aussi, c'est un peu... Bah, aujourd'hui, les trucs qui sont assez vastes. Tu vois, je prends le truc de feedback, il y a des produits qui sont hyper qualitatifs avec beaucoup de fonctionnalités, mais c'est des mastodontes, c'est des équipes derrière qui sont plusieurs, il y a des chefs de projet, il y a toute une structure. Et du coup, tu peux pas rivaliser avec ces personnes-là. Et donc, c'est pour ça que pour les solopreneurs, ce qui est intéressant, je pense, c'est de se nicher pour vraiment récupérer une toute petite part de marché. Parce qu'essayer de concurrencer des Cani.io, par exemple, c'est un peu difficile, quoi. D'où le choix d'essayer de viser un petit segment de marché, quoi. On parlait d'éléments différenciants tout à l'heure, donc ça peut être un élément différenciant justement de viser une part
vraiment petite du marché. Est-ce que il y a d'autres éléments un peu comme ça qui peuvent être intéressants de creuser pour se différencier? Ça peut être l'approche, ça peut être la proposition de valeur qui soit très, le fait d'être très niché, ça peut être aussi, justement soit au niveau de la communication, soit au niveau vraiment de la fonctionnalité. Elle peut être très orientée à une cible bien précise. Là, on parle de la récupération de feedback, donc j'ai pas trop d'idées en tête là qui me viennent, mais ça peut être pour des sites e-commerce, donc spécialisés pour les sites e-commerce, donc avec forcément tu vas, je sais pas, raccrocher le produit à associer avec le feedback ou ce genre de choses quoi. Ça peut être quelque chose de très 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 spécifique et du coup qui va être beaucoup plus qualitatif pour la cible, pour le segment. Oui, c'est important parce que il y a tellement de produits sur le marché aujourd'hui, ça pousse comme des petits pains. Alors, je pense que c'est vraiment un point très très important. Ouais. C'est assez difficile et c'est presque dissuasif. Ces derniers temps, je regardais par rapport à, parce que là, je suis sur le point de finir un micro SaaS que je faisais juste un peu comme ça. J'ai deux, trois autres idées et c'est assez difficile de se dire je pars là-dessus parce qu'il y a sur quasiment toutes les idées qu'on peut avoir, il y a déjà quelque chose qui existe. Et c'est là où c'est assez difficile de se dire allez, j'y vais, je vais sur celui-là. Parce que c'est dissuasif, tu te dis putain mais avec tout ce qui existe déjà, comment je vais m'en sortir au milieu, comment il y a aussi le côté syndrome de l'imposteur, hein, c'est pas que chez les devs, sur cet aspect entrepreneurial, ça existe aussi. Comment je vais être crédible par rapport aux autres. Et ça c'est un truc qui est assez difficile à combattre quoi. Ouais, mais après, j'en parlais il y a pas longtemps avec quelqu'un d'autre qui a pas mal d'expérience dans le milieu de l'UX. Et il me disait en fait que les gens essayent tous de créer des produits un peu dans les mêmes secteurs. Et pourtant, tu te retrouves avec des industries ou quoi qui auraient vraiment besoin d'outils ou de projets super intéressants et que personne n'y va. En fait, on reste un peu tous dans l'apparence, dans ce qui se voit, quoi. T'en penses quoi? Probablement, moi c'est vrai que j'ai pas fait trop ce constat pour le moment. Il y a beaucoup en ce moment autour de l'IA. Tu vas sur Product Hunt, tous les top 10, top 15, c'est des produits basés avec de l'intelligence artificielle parce que est-ce que c'est la mode, est-ce que c'est à partir de maintenant c'est comme ça que ça marche, machin, peu importe, c'est pas, tu vois, je vais pas répondre à ce débat-là, mais après le côté de ce qui se voit, je sais pas. Il y a plein d'outils où ça répond à des, tu vois, il y a pas longtemps, je suis allé sur la chaîne YouTube de Karim Matra et il avait fait une vidéo justement où en fait il y a des SaaS qui cartonnent, qui font vraiment des MRR très élevés et sur des trucs où on sous-estime en fait le potentiel business. Il y a même un compte Twitter, c'est Static Maker de mémoire, qui parle des brewing business. En gros, tous les business un peu ennuyeux où c'est vrai que t'as pas trop, c'est pas sexy. Tu vois, t'en parles Ouais, sur les c'est réseaux, pas sexy, c'est c'est pas ça le mot. sexy. Mais derrière, en fait, quand on parle de chiffres, de CA, le CA qu'ils font, finalement, c'est sexy. Et même en apparence, il y en a un, c'est le pire de tous, c'est Disc Prices, qui fait 10 ou 20 000 par mois, ou non, peut-être un peu moins. C'était 6 500 dollars par mois, mais il y a absolument pas de CSS. Vraiment, c'est noir et blanc. C'est une liste tout à fait horrible, impossible à lire. Mais pour autant, le produit, il marche très très bien. Il marche très très bien. Ouais. Donc Bah oui, le comme côté quoi. apparence, comme tu dis, peut-être que oui, il y a beaucoup les SaaS aujourd'hui sont tournés sur ok la landing page, il faut qu'elle claque, il faut qu'elle soit. Voilà, il y a tous ces trucs là qui rentrent en ligne de compte sur des landing pages, mais pour des SaaS B2B généralement, parce que du coup on essaie de convaincre les entreprises avec des abonnements. Mais c'est vrai que je pense que c'est vachement sous-coté les borrowing business dont on parle. Ouais, je pense que c'est vachement sous-coté. Ouais. Ouais, bah, s'il y en a qui ont des idées, on est preneurs. C'est pas faux. Je parlerais bien un peu de la monétisation. Bah, du coup, c'est déjà arrivé au stade de la monétisation, c'est pas toujours facile. Des fois, on essaye quand même de faire des bêta-tests avec quelques utilisateurs. Mais comment tu abordes cet aspect sur les SaaS en général? Sur le tout premier là que j'avais mis en ligne, je n'étais pas arrivé sur la monétisation. J'avais plutôt en tête de me dire, ok, je suis sur MVP, j'ai récupère mes 5-10 premiers utilisateurs, je fais évoluer le produit avec eux et ça va dessiner naturellement mes features premium qui vont être sous abonnement. Là, je suis arrivé sur une réflexion où je me dis, là par exemple le micro-SaaS que je suis en train de faire et qui est sur le point d'être terminé, c'est un outil de retranscription. Donc tu envoies ta vidéo ou ton audio et tu récupères la transcription, choisis le format, JSON, texte ou sous-titrage. Ça existe comme tous les SaaS dont on parlait, ça existe plein de fois, de partout.
Sauf qu'en fait, ils sont tous sous abonnement. Donc, il faut créer un compte, il faut t'abonner, c'est 10 balles par mois, un truc comme ça. Sauf que des fois, il y a des personnes qui ont des besoins très occasionnels. Tu vois, par exemple, je sais pas, toi, pour les podcasts, si tu veux faire la retranscription, bah, t'as pas besoin d'en faire X centaines de minutes par mois. Et du coup, 10 euros par mois, ben, en fait, t'as pas besoin de cet abonnement-là. Et du coup, je trouve qu'il y a tout le monde va sur de l'abonnement parce que je pense que c'est ce qui est le plus intéressant pour le MRR, pour se projeter, etc. Mais je pense que ce qui est sous-estimé aussi, c'est le pay to use. Tu vois, là, l'idée, moi, c'est d'arriver, ok, te upload tes fichiers, machin, je calcule la durée, parce que du coup, derrière, c'est de l'OpenAI pour faire la retranscription, et le coût, moi, ce que ça me coûte, c'est à la minute. Du coup, je te rapporte ça en prenant une marge. Et du coup, en fait, tout simplement, il n'y a pas besoin de compte, il n'y a pas besoin de créer de compte. Tu uploades tes fichiers, ok, ça fait tant, tunnel de paiement, dès que c'est fini, hop, je fais la retranscription et tu télécharges tes fichiers. Et ça, c'est une piste que j'aimerais suivre là sur plusieurs micro SaaS. C'est ce truc de payer à l'usage, avec ou sans compte, c'est pas tant la question. C'est plus le côté, ok, j'ai pas envie de payer un abonnement qui va m'inclure forcément, je sais pas, 100 minutes de retranscription là pour reprendre ce cas-là, alors que potentiellement t'as pas besoin d'autant. Tu vois, l'idée c'est vraiment de se dire, c'est mesuré quoi, c'est en fonction de ce que tu consommes, tu vas payer et puis basta quoi. Au moins tu t'es maître de ton budget quoi. Ouais. Mais est-ce que les gens, ils aiment pas, genre, avoir une petite période gratuite, ce genre de truc pour un peu tester le produit? C'est le point négatif de cette stratégie. Effectivement, c'est le truc de se dire, t'as pas de, tu veux pas le tester, mais bon, là par exemple, tu prends ces quelques centimes la minute, de tête là, c'est 7 centimes la minute, plus bon, il y a des frais de transaction Stripe derrière forcément, donc je mets un petit seuil. Et en gros, même si tu as un fichier assez long, ça va te prendre 2-3 dollars. Bon, au pire, tu essaies une fois, si t'es déçu, ben, tu vois, c'est 2-3 dollars. On parle pas d'outils où c'est du 20, 30, 40 dollars. Donc, c'est vrai. Là, je mets en place cette stratégie sur ce micro SaaS. On va voir ce que ça donne en fonction du coup des métriques, puis vis-à-vis du taux de rebond, etc. Et puis bon, j'ai quelques personnes qui sont intéressées pour essayer. Je serais curieux justement je suis curieux d'avoir ces avis parce que je me dis, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de SaaS qui tournent vraiment, tout le monde mise sur le freemium. Voilà, t'as la version gratuite et puis t'as l'abonnement premium derrière. Et l'idée, c'est qu'en gros, c'est comme les salles de sport. Tu payes ton abonnement et puis demain, t'arrêtes de t'en servir, mais tout vite te désabonner. Et c'est vrai. Mais je rigolais parce que je me dis, surtout les salles de sport, genre avant l'été, tu t'inscris et puis l'année d'après, tu te dis, ah, je suis toujours pas Je allé. pense, les salles de sport, je pense qu'il y en a qui ont payé 3 années de salle de sport, qui sont allés une fois, tu vois. Mais donc, c'est pas le meilleur investissement. Mais c'est vrai que cette stratégie d'abonnement, c'est très bien, c'est très rentable. Mais encore une fois, si tu as en stratégie solopreneur, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément demain d'arrêter de travailler, d'avoir un truc qui tourne à 100% et avec lequel je peux vivre. Là, je fais plusieurs expérimentations. L'idée, c'est quand même, dans un premier temps en tout cas, c'est de diversifier mes sources de revenus et d'expérimenter cet aspect SaaS, micro SaaS en solo. Ben, moi, je conseille à tous les gens qui sont sur LinkedIn de s'abonner à ton compte qui sera dans la description pour en savoir plus quand ce sera sorti. Ouais, je poste 1 à 2 fois par semaine en général. Je tiens au courant un petit peu de mes avancées. Et derrière, j'ai deux autres idées de projet derrière. Ça va être intéressant à continuer de te suivre. C'est là où c'est difficile aussi de finir, parce que là, c'est vrai que celui sur lequel je travaille, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois que je travaille dessus, ça fait 2 mois que je l'ai commencé, mais en vrai, bah, comme je travaille, j'ai une mission à temps plein. Là, en perso, je rénove ma maison. J'y passe quelques heures par semaine finalement sur les projets. Tu vois, c'est là où c'est un peu difficile. Mais bon, j'essaie quand même d'avancer un maximum. Et c'est difficile d'arriver à la fin de finir les détails. C'est vraiment difficile parce que forcément, entre-temps, tu as travaillé sur d'autres idées, tu as échangé un petit peu, t'as allé itérer même avec ChatGPT, machin. Et t'as d'autres idées sur lesquelles t'es hyper, t'as une bonne hype sur le moment, tu vois, et tu dis putain, il faut quand même que je finisse celui sur lequel je suis. Et c'est assez difficile de se dire, ok, ouais, ben là, il faudrait que je rajoute quelques lignes de code, quelques trucs de CSS, ouais, ben là, l'espace-moi, il est pas terrible. Et t'as un peu la flemme, surtout que j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à mes projets et que j'ai deux idées en attente. C'est là où faut avoir aussi de la discipline. Ouais, bah, à la fois, pas s'éparpiller et à la fois, bah, quand même, trouver quand c'est la fin du projet, quoi. Enfin, parce que c'est pas facile d'avoir vraiment une fin. Je vois aussi dans l'autre sens où, en fait, ton projet, il est jamais réellement fini, quoi. Tu auras toujours un peu des choses à apporter si tu veux vraiment le faire vivre, dans le temps. Ouais, je pense que je me définis en général le minimum.
pour me dire que le projet il est viable. Là, typiquement, t'as sur le tunnel de paiement, le bouton de validation, il est un peu trop collé. Là, tu vois, sur l'upload, j'avais des problèmes. L'idée, c'est que tu peux avoir plusieurs fichiers. Parce que comme tu as les frais de transaction, je me suis dit, si tu as 3, 4, 5 fichiers à vouloir uploader pour faire votre transcription, tu peux le faire une seule fois pour payer les $1 de frais de transaction qu'une seule fois. Sauf que du coup, forcément, au bout d'un moment, tu as ton serveur qui te dit, tu as une limite de taille de upload, même si je l'ai augmenté. Mais j'avais pas de contrôle, tu vois, au début. Là, je me dis, mais non, mais je peux pas mettre en prod comme ça. Tu vois, il y a des trucs sur lesquels tu peux pas te dire c'est terminé. Il y a un minimum à respecter d'un point de vue de l'utilisateur. Surtout qu'en plus, là, avec ma stratégie de payer avant, s'il paye et qu'après ça part en upload et qu'il y a une erreur, c'est un peu délicat. Là, il y a des trucs comme ça sur lesquels il faut vraiment que derrière ce soit carré. T'as prévu de le gérer comment, du coup, ça? Bah, du coup, je fais toutes les vérifications en amont. Et dans tous les cas, je fais afficher du coup je pense que je vais gérer les cas d'erreur et j'ai prévu d'envoyer un email en disant ok il y a une erreur machin voici ton numéro de commande etc. Et puis derrière l'idée c'est de passer off plateforme pour dire ok ben envoie-moi les fichiers presque en off et puis si je vais essayer de voir pourquoi ça a bugué et je t'envoie la retranscription. C'est de la gestion manuelle derrière quoi. Du SAV manuel. C'est ça. Ouais. Bon, forcément, je store bien sûr l'état du paiement, comme ça je sais si la personne est de bonne foi ou pas, si le paiement a bien été validé. Mais ouais, du coup, c'est vrai que c'est le choix du paiement comme ça, juste avant de faire la transcription, c'est quand même particulier et il y a quand même des trucs à anticiper. Bah après, enfin, j'ai envie de dire, chaque choix implique toujours des conséquences et il y a toujours des choses à ajuster en fonction de comment tu imagines la suite et les cas d'erreur. Enfin, les cas d'erreur, c'est encore. Il faut toujours imaginer des choses. Il faut anticiper un maximum de choses. Ça, tout en essayant d'aller vite, du coup, et justement, c'est ce que je disais. Ouais, j'allais dire, sans en anticiper trop. C'est ça, c'est ça. Bah ouais, tu vois, typiquement, il y a le cas de si le fichier, en fait, il a pas de contenu audio. Tu vois, il m'envoie une vidéo, mais il y a des vidéos sans audio. L'API, elle va me dire, bah, il se passe rien, en fait. Du coup, c'est un cas d'erreur. Mais bon, ça, je peux pas gérer ça. Tu vois, ça a aucun sens. Oui, mais bon, c'est un peu la faute de l'utilisateur, donc, C'est ça, je pars du principe où, bon, tu veux une transcription, bah, tu m'envoies un fichier avec de l'audio. Non, mais il y a plein de petits trucs à penser. T'en as un projet tech, j'ai l'impression que c'est plein d'informations qui arrivent plus ou moins en même temps et il y en a, tu les récupères plus tard, tu te rends compte plus tard qu'il y avait un cas que t'as pas géré et il faudra revenir dessus, quoi. Bah, il y a ça, puis après, même avant de développer, quand tu développes, et une fois que tu as développé l'hébergement, machin, les bases de données, comment tu fais pour... Tu vois, j'avais essayé de faire tous les outils qui sont vachement réputés d'un point de vue solopreneur avec les versions gratuites de Vercel, et en fait, j'ai eu plein de galères avec ça. J'ai eu vraiment plein de galères. C'était Vercel, rien que c'est très facile de déployer sur Vercel, mais en fait, tu as des limites sur l'upload qui sont vraiment très 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 restrictives. Donc rien que par rapport à mon projet qui est basé sur de l'upload de fichiers quand même assez conséquent, là, c'est pas possible. Rien que par rapport à ça, je pouvais pas utiliser Vercel. Mais justement, du coup, j'avais une question par rapport aux outils et aux versions payantes et gratuites. Mais bon, souvent, il y a des versions gratuites. On veut toujours utiliser celle-là parce que justement, c'est pas cher. Mais est-ce que c'est toujours une bonne idée et à quel moment faut passer sur le payant, quoi? C'est pas toujours une bonne idée. Je pense que ce qui est intéressant et ce qui vient avec à mesure des produits et des tentatives, c'est d'apprendre justement les limites et les cas d'usage. Là, typiquement, j'ai pris l'API Google Speech to Text pour la retranscription au début. Et à force d'essayer, machin, j'ai eu plein de galères. Elle était beaucoup plus compliquée que celle d'OpenAI. Donc en fait, au bout d'un moment, je dis bon, tant pis, je passe à une autre. Sur les outils gratuits, ben, justement, l'hébergement Vercel, ça a été, il y a des contraintes sur la taille de plot, par exemple. D'un point de vue performance, c'était assez limite. Je sais que sur la partie, moi, j'utilise Svelte Full Stack. Donc en gros, je gère le front et le back, même si je suis à la base développeur back, je gère avec une techno front-end. Et sur les serverless functions, du coup, il y a un timeout qui est assez court. Et du coup, la transcription, ça peut mettre un peu de temps quand même. Et du coup, c'est pareil, tu vois, c'est toutes ces questions où je me dis au début, je ne savais pas. Et puis, je me suis retrouvé contraint de gérer ces choses-là. Et je pense que toutes les limites des outils gratuits, elles sont volontairement basses pour t'inciter à partir sur du payant. Donc, c'est à toi de savoir justement, petit à petit, hein, tu apprends, de connaître un petit peu les limites des produits.
Pareil pour les outils d'analytics, par exemple. Après, les outils Google, j'aime pas. Je trouve que la documentation, je sais pas ce qui s'est passé là ces dernières années. Ils sont partis loin, mais vraiment trop loin, et elle est incompréhensible. Que ce soit Firebase, Google Analytics, Speech to Text. Même la tarification est pas claire. Ça part dans tous les sens. Leurs outils, leurs SDK, ils sont pas terribles. En tout cas, en Node.js, ce que j'ai pu voir, c'était pas terrible. C'était, ouais, non, vraiment, Google, je conseille pas. Je conseille pas du tout. Ou alors, je sais pas, j'imagine qu'il faut avoir l'habitude. Mais bon, ça pour revenir à la question des outils payants versus gratuits, je pense qu'il y a beaucoup d'outils gratuits qui sont très bien quand tes besoins sont assez bas. Et quand tu fais du solopreneur, il y a des micro SaaS. Tes SaaS ils sont pas très gourmands, ils ont pas des besoins énormes. Tu vois, donc soit pour des outils de récupération de feedback par exemple, ou de mailing, tu peux utiliser Recent. T'as beaucoup d'outils comme ça qui sont gratuits avec des forfaits, enfin avec des plans gratuits qui sont suffisants pour les envois Gmail. T'en as tant par mois ou par jour gratuit. Au début, tu serais content d'envoyer quelques mails, donc ça veut dire que tu as des premiers utilisateurs. Mais du coup, quand tu te lances sur un projet, tu peux pas toujours estimer le prix que ça va te coûter au final. Enfin, c'est pas toujours évident, non? Ouais, t'as pas beaucoup de trucs qui scale au point de, tu vois, il y a l'hébergement, si tu prends de l'hébergement Amazon, et là, tu peux avoir, si t'as un pic de trafic, comme avait eu Benjamin Code à l'époque sur son jeu, sur son site. Je me rappelle. Avec Squeezie, ouais, c'est hyper drôle. Mais bon, ça arrive jamais, ça. Donc après, tu peux pas savoir. Tu prends un hébergement. Allez, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un VPS avec pas mal de mémoire pour mettre Caprover dessus et gérer plusieurs projets en auto-hébergement. Et derrière, après, du coup, t'as mon VPS, il coûte 20 ou 30 euros par mois. T'as le nom de domaine, c'est 100 euros à l'année, à peu près, en moyenne. Que tu dis, c'est quand même pas des sommes exceptionnelles. Et généralement, tu fais des micro-SaaS, tu fais une feature, des features maximum. Tu fais pas grand-chose, donc t'as pas toute une panoplie d'outils, t'as pas d'outils de gestion de projet à côté non plus, t'as pas d'abonnement sur tout ce genre de choses. Et la plupart des outils que tu utilises, t'as la version gratuite justement qui te suffit. Donc, le temps en tout cas d'éprouver l'idée, machin, et puis si ça prend, là c'est là où il faut réfléchir justement, j'imagine en tout cas, ça m'est pas encore arrivé, et j'imagine que c'est là où il faut justement voir l'impact, les bénéfices et le coût à l'usage, quoi, pour avoir un business plan qui tient la route. Ouais, du coup, vaut mieux quand même éprouver avant de se poser trop de questions sur les prix. Ouais, je pense, de toute façon, sur tous les projets que tu peux lancer, la plupart de ceux qu'on peut voir sur X, le LSIO par exemple, qui a beaucoup qui génère beaucoup de revenus, mais lui-même, il dit, en fait, il a shippé des projets par dizaines. Donc, en fait, la question, elle se pose une fois que le projet il fonctionne. Sinon, si tu poses trop de questions avant chaque projet, tu t'en sors pas. Il vaut mieux tester plein de projets. Tu te réfléchis pas trop, tu te prends pas trop la tête sur ces trucs-là. Et puis, si ça prend, là, tu te poses des questions. OK, maintenant que ça prend un petit peu, qu'il y a de l'intérêt, pourquoi, j'en tire des bénéfices. Mais avant, ça sert à rien de se prendre trop la tête. Ok. J'ai une question parce que du coup, tu utilises OpenAI. Du coup, c'est c'est une dépendance extérieure à ton projet. Comment tu gères les dépendances extérieures? Parce que je sais que des fois, ça peut un peu poser des problèmes. Imaginons OpenAI ne marche plus ou change de fonctionnement. Comment tu le gères? Ouais, faut se tenir à jour. Faut se tenir à jour. Après, généralement, c'est quand même prévu pour que ça tourne bien, qu'il n'y ait pas de problème. C'est vrai que pour le moment, j'ai pas géré de cas d'erreur. Au cas où OpenAI vient à tomber, j'ai pas géré. Je t'avoue, hein, les dépendances externes, c'est toujours pareil, tu vois, c'est toujours délicat, j'essaye d'éviter, mais c'est quand même pareil, tu prends Resend pour envoyer tes emails, si d'un seul coup le service il est down, je te dis quand même, c'est des entreprises qui sont quand même costauds, ils scalent leur déploiement, ça devrait bien se passer quand même, tu vois. C'est comme Google, c'est comme Facebook, c'est comme tout ça, c'est très très rare qui shut down. Ouais, moi, j'ai eu des problèmes avec des services de mail où, surtout sur les conversations, tu sais, les petits pop-up que tu mets en bas des sites, là. Où le truc était planté pendant une journée ou quoi. Des fois, c'est embêtant, quand même. Oui, non, ça c'est sûr. Après, en vrai, c'est très rare. Donc quand ça arrive, tu éteins le feu comme tu peux. Là, pour le coup de Transcribolt, l'outil de transcription, ça va être du remboursement, voilà, tout simplement. Ceux qui auront payé ce jour-là. Est-ce que j'aurai des utilisateurs? Déjà, c'est ça la vraie question. Après, est-ce que j'aurai des utilisateurs suffisamment et que le jour, si ça arrive un jour, OpenAI tombe et que j'ai un paiement à ce moment-là et que derrière il y a rien, ok, le mec, je lui ferai son remboursement de ces 2 euros et je vais m'en remettre. C'est pas grave. Oui, il n'y a pas de gros enjeux derrière, donc c'est pas très grave. Non, c'est le genre de question qu'on se pose quand je suis en mission au client.
c'est pas du tout la même approche entre les projets en tant que solopreneur, mes projets, enfin les projets de mes clients quand je suis en freelance. Là, il y a les sujets de performance, d'architecture, etc. C'est surtout sur ça que j'interviens en tant que freelance. Donc solopreneur, je fais pas toute cette qualité, je fais pas les tests automatisés, je fais pas d'architecture hexagonale extra poussée, de DDD, tout ça. Voilà, Mhm. c'est pas du tout la même approche parce que c'est pas du tout le même objectif. Ouais, bah après, le TDD, tout ça, il y a des grands sujets sur LinkedIn en ce moment. TDD, j'en parle pas parce que j'en fais pas, mais je comprends tout à fait. Moi, DDD, ça j'aime bien. TDD, j'ai pas accroché, mais je pense que si je n'ai pas accroché, c'est que j'ai pas bien saisi le truc. Donc, je préfère pas en parler parce que il y a des experts qui en parlent très bien. Je suis pas du tout un expert du TDD, donc j'en parle pas. Non, mais je veux dire, c'est pas nécessaire pour lancer un projet, quoi. Ben, c'est toujours pareil, ça dépend. Ça dépend. Est-ce que ton projet, ton objectif, c'est vous êtes deux, trois, quatre entre associés et vous avez un objectif de lever dans 3 mois, dans 6 mois, et que derrière vous avez vraiment un objectif de monter une boîte et de en faire une licorne. Là, effectivement, il faut se poser des questions de maintenabilité, d'évolution de ton projet. Et du coup, tu penses que enfin, que dans ce cas-là, faut vraiment beaucoup plus travailler l'architecture ou faut quand même valider son projet avant? Mais je pense que tu peux mettre en place très facilement une architecture maintenable et évolutive sans forcément y passer un temps de fou. Donc, si ton projet, tu as vraiment l'objectif dès le début de le scale et de le faire atteindre des niveaux et que ça devienne un très gros projet, je pense qu'il faut se poser quand même cette question dès le début et je pense que ça coûte pas beaucoup de temps. Selon la personne, c'est toujours pareil. Hein, moi, j'ai l'habitude de travailler en architecture hexagonale. Commencer un projet en architecture hexagonale, voilà, sans forcément rentrer dans un excès de concepts et de paradigmes de DDD, de clean architecture, de use case, machin, de séparation des concepts, d'aggregate rule, machin. Si tu pars trop loin dès le début, c'est vrai que là, tu vas te mettre une balle dans le pied et ça va partir beaucoup trop loin, beaucoup trop compliqué. Tu vois, même les tests automatisés, c'est pas forcément nécessaire au début. Mais si tu as vraiment quand même un objectif d'avoir un projet qui a une capacité et une volonté en tout cas de grossir vraiment avec une équipe peut-être, je parle, hein, c'est bien d'avoir dès le début, de mettre en place quand même des normes. Mais des normes, un début d'architecture sympa, sans aller trop loin. Et si ça marche, effectivement, tu viens consolider tout ça derrière. Et au moins, tu n'es pas obligé de repartir de zéro parce qu'en vrai, une fois que ton projet est lancé, tu ne recommences pas de zéro. On va pas se mentir. Hein. Ce qui est souvent le problème des startups, qui souvent doivent recommencer à zéro au bout de 4, 5 ans, parce que bah, du coup, au début, ça n'a pas été bien prévu, quoi. Mon client actuel, c'est le cas. Et du coup, ça fait un an que j'y suis. Ça fait un an qu'en plus du coup, de la roadmap, des features, des nouvelles features, de la maintenance, etc. Je ne vais pas dire en sous-main parce que c'est validé avec le client, mais je fais une migration en clean architecture, alors que c'était du spaghetti, hein, pur et dur, le truc. Il y avait des temps de latence, mais c'était exceptionnel. J'avais jamais vu ça, du 10-15 secondes, le temps de réponse de l'API. Des fois, ça montait jusqu'à 20 secondes. Ça n'existe plus en 2023, 2024, ça n'existe plus, ça, normalement. Et du coup, voilà, donc j'ai repris toutes les performances, machin, et j'ai migré petit à petit en clean architecture. Ça fait un an et j'ai quasiment fait 70%, quoi. Toute la partie critique, en tout cas. Mais du coup, ouais, et ça, c'est un vrai sujet sur les startups. Mais en tant que solopreneur, c'est pas du tout un sujet. Clairement pas. Mais ouais, ça me faisait penser, mais il y a pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de gens sur le marché capables de faire des migrations, des grosses migrations, quoi. Souvent, ça va se retrouver, on recommence de zéro parce que les gens, ils sont pas trop. Ouais, je pense que c'est plutôt la facilité qui fait ça. Alors, c'est une fausse facilité, c'est une fausse impression de facilité d'après moi. Parce que tu prends ton spaghetti, machin, et puis juste des toutes petites briques, des petits zone points, machin, tu commences à le mettre en clean archi, tu remodules, tu refondes, tu fais une refonte de ton module. Tac, tu fais tes premiers use cases, tes premiers repositories, tes premiers domaines infra, machin. Et petit à petit, hein, de manière tout à fait incrémentale, et c'est presque transparent. Là, pour mon client, ça a été transparent. Ça fait un an, forcément. Mais du coup, en fait, il a pas vu parce qu'on est passé d'une V2 à là, on travaille sur une V4. Hein. Et ça s'est pas vu. Donc, d'un point de vue fonctionnalité, d'un point de vue roadmap, ça va plus vite qu'avant, que l'année dernière. C'est plus stable parce que j'ai rajouté des tests automatisés qu'il n'y avait pas avant, il y a un an. Et petit à petit, en fait, à mesure que je travaillais sur une fonctionnalité qui était buggée ou qui était trop lente ou sur une nouvelle fonctionnalité, hop, j'en profitais pour la refondre partiellement ou totalement en clean architecture.
Donc des fois il y avait des trucs entre deux qui étaient un petit peu discutables. Mais bon, business is business, hein, business first. Et petit à petit, avec le temps, et puis quand il y a eu des gros chantiers, ça a permis de faire aussi un peu des gros ménages sur certains endroits. Et ça permet aussi de tester immédiatement. Parce que du coup, tu le mets en prod. Tu vois, t'as la prod qui tourne, qui continue, machin. Et du coup, tu t'as pas cet effet tunnel où tu vas tout refaire pendant 6 mois, puis tu vas en prod et en fait, c'est un massacre. On va pas se mentir. Tu vois ce que je Souvent, veux dire? ouais. Eh ouais, mais c'est ça le risque, en fait. Et c'est pour ça que je déconseille vraiment, vraiment cet effet tunnel et de dire on repart de zéro. À moins que tu changes vraiment de techno. Tu vois, c'est toujours pareil. Si tu gardes la même techno, c'est facile de migrer petit à petit de manière incrémentale. Enfin, c'est facile. Si tu changes de techno parce que, je sais pas, t'es en PHP, machin, tu veux passer en Go, ou peu importe. Effectivement, ouais, t'as pas le choix de repartir à zéro, mais c'est là où c'est compliqué aussi. Je suis dans ce cas-là en ce moment. Je confirme, c'est compliqué. Même en ayant une refonte à zéro, il faut essayer d'avoir le maximum comment dire, d'incrémental, tu vois, d'éviter au maximum l'effet tunnel et d'avoir très très rapidement une prod, tu vois, ou en tout cas un A/B testing minima, tu vois. Mais bon, c'est pareil, c'est facile de dire ça comme ça, hein. Pour le mettre en place. C'est vrai, c'est aussi un peu politique au final, hein, tous ces choix. C'est très, ouais, parce qu'en fait, il y a le besoin premier, c'est le business. Oui, Donc, bah oui, c'est la forcément. technique, c'est bien. Donc, il y a peut-être des intérêts business à faire certains choix techniques. Et des fois, il y a des choix techniques qui sont malheureusement plus drivés par l'ego que, ou l'ego ou l'envie, ou le caprice des devs. Ouais, j'allais dire, c'est pas le sujet, mais bon, l'ego des devs, ça pourrait faire tout un épisode de podcast. C'est clair, ça, c'est une plaie. Moi, j'avais encore un petit sujet, mais souvent, on se dit que quand la fonctionnalité est développée, bah, c'est fini, alors qu'en fait, il y a tout le déploiement, la mise en ligne, tout ça, tout ça. Si tu peux nous raconter un peu les difficultés qu'on peut rencontrer à cette étape. Ouais, ça dépend de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est vrai qu'il y a des déploiements aujourd'hui pour automatiser, qui sont très faciles et d'autres qui sont très compliqués. Si on connaît pas. Moi, par exemple, typiquement, je connais pas GCP, AWS, tout ça. Et faire un déploiement là-dessus avec les GitHub Actions, etc. Faire une CI/CD sur les GitHub Actions, c'est pas très compliqué, mais tout ce qui est Google Cloud Platform, AWS, ça, je connais pas. Et les configs serveurs là-dessus, j'avais regardé rapidement, si on connaît pas, c'est un métier. Clairement, c'est un métier, il faut apprendre, il faut y passer du temps. Et du coup, ça peut être beaucoup de temps investi, du temps, entre guillemets, qui peut être considéré comme perdu parce que c'est du temps que tu consacres ni à ton marketing, ni à ta communication, ni à ton développement de fonctionnalités. Donc c'est quand même un vrai sujet. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais essayé Heroku, Ouais, je connais. tu synchronises ton GitHub et c'est parti quoi. Et tu mets tes variables d'environnement, machin. Allez, t'as 2-3 plugins à rajouter en fonction de si t'as monorepo, si t'as FFmpeg, si t'as des petits trucs en plus. Et sinon, dans l'ensemble, ça va super vite. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites et qui vont extrêmement vite. Alors, sur les solopreneurs comme moi, sur les micro-projets, tu prends un VPS. Moi, j'ai utilisé Caprover. Caprover, en gros, ça permet d'avoir une interface pour gérer plusieurs projets en déploiement. C'est une image Docker en fait que tu installes sur ton VPS et puis ça te fait un espèce d'Heroku-like si tu veux. Mais Ok. auto-hébergé, c'est de l'open source, c'est gratuit. Ça marche très bien. Ça marche très bien. T'as des boutons pour activer l'HTTPS, pour faire des redirections. T'as une interface pour voir tes logs, pour déployer. T'as plusieurs possibilités de déploiement. C'est vraiment très bien. Moi, j'aime beaucoup. Après, c'est clair que si tu pars sur du Heroku, c'est plus cher, forcément, mais c'est quali. Et après, si tu pars sur du Kubernetes avec Google, Amazon, déjà les prix, ils ont tendance à être beaucoup plus élevés. Je connais un peu Amazon. Des fois, t'as un peu des surprises sur les prix, quoi. Tu sais pas toujours ce que tu vas payer. C'est ça, c'est ça. Et en plus de ça, ben, du coup, ouais, enfin, vraiment, faut en avoir l'intérêt. Moi, je vois pas pour les solopreneurs, pour les petits projets comme nous, surtout quand on est sur des phases d'expérimentation, tant qu'on n'a pas un gros trafic sur les sites, ça vaut pas le coup d'aller se prendre la tête là-dessus, hein. Oui, je pense même pour ce dont on parlait tout à l'heure, ceux qui veulent lancer un gros projet, au début, ils peuvent se rester sur un petit hébergement et après changer. Clairement, clairement. Je pense que pour arriver pour avoir besoin de partir sur Google Cloud Platform ou sur Amazon ou ces gros hébergements, faut avoir un vrai gros besoin. Mais bon, c'est vrai que l'infra, c'est pas trop mon domaine. J'ai découvert un petit peu justement Heroku, Caprover là ces derniers mois. Je tâtonne un petit peu encore, mais bon, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont hyper faciles, que ce soit Vercel, Heroku, même avec ton VPS, si t'es pas trop
Si t'es un petit peu débrouillard, tu peux te faire des trucs assez sympas. Mais ouais, ça reste quand même un vrai sujet sur lequel tu peux perdre facilement du temps, le temps de monter en compétences. C'est comme les outils gratuits, payants. Il faut passer du temps pour connaître un petit peu et savoir quelles sont les limites de chacun et qu'est-ce qui te convient par rapport à tes besoins. Mais je pense, enfin, des fois, si tu veux vraiment aller vite, tu peux prendre quelqu'un une demi-journée qui va te dépatouiller ça et énoncer le métier. C'est clair. C'est vrai que je pense que c'est pas trop dans la mentalité des devs d'aller payer d'autres personnes. Ouais, ça aussi, c'est un autre sujet. La sous-traiter les actions. C'est vrai qu'il y a des métiers où c'est beaucoup plus commun que chez les devs, je pense. Chez les devs, on est un peu trop bercé à l'open source et du coup, dès on doit payer, on est un peu offusqué, tu vois. Ah, quoi? Mais c'est un peu l'ego dont on parlait juste avant. Hein. Je sais même pas si c'est l'ego, tu vois. C'est plus, ouais, vraiment bercé à l'open source. Et, du coup, on a l'habitude d'avoir des outils gratuits. Et dès qu'il faut payer, on est un peu choqué, tu vois. Ah bon? Pourquoi? Ouais, mais des fois, ça peut quand même faire gagner un peu de temps. Ça, tout dépend des priorités, j'ai envie de dire. Ah, je suis complètement d'accord. Mais du coup, on va essayer de trouver une alternative gratuite. C'est un réflexe qu'on a pour beaucoup, hein. Je pense que ceux qui sont aujourd'hui très avancés dans la partie entrepreneuriat et qui arrivent, les devs qui ont réussi à passer plusieurs niveaux et qui vivent quasiment ou qui vivent intégralement de leurs produits, n'hésitent pas à payer, effectivement. Et je pense que ça, c'est signe d'avoir franchi un cap. D'avoir franchi un cap. Ah, c'est ça, t'as level up, tu vois. Ouais, mais c'est comme les devs qui lancent une start-up et qui ont du mal à lâcher la partie dev, alors qu'à un moment, il faut un peu lâcher le bébé à des nouveaux devs qui vont juste faire dev et prendre un peu plus de posture, quoi. C'est vrai. Bon, ça, c'est pas un objectif que j'ai, donc c'est vrai que je me suis pas trop posé cette question. Ouais, mais je l'ai vu, des gens qui avaient du mal à lâcher le bébé, alors que, bah, qu'à un moment, leur entreprise avait besoin d'eux et fallait qu'ils se retirent un peu plus, quoi. Ouais, faut plus déléguer la gestion d'entreprise dans ces cas-là. Parce que c'est vrai que moi, demain, je me vois pas lâcher la partie tech, tu vois. Moi, j'aime beaucoup la tech et j'ai pas du tout envie de quitter ce monde-là pour la politique d'entreprise, tu vois. Ouais, c'est pas toujours facile quand t'es porteur de projet. Des fois, tu vois, c'est souvent les porteurs de projet quand même qui vont chercher les investisseurs, ce genre de choses, tu vois. J'ai pas dit que c'était facile parce que c'est sûr que derrière, t'as pas envie de lâcher la partie tech, mais la partie opérationnelle, comme tu dis, les investisseurs, etc. C'est toi qui connais le mieux le projet, Bah si c'est ouais. toi qui l'a lancé, qui l'a codé, etc. Et du coup, quand tu vas vouloir sous-traiter, je pense que ça doit être dur de lâcher un peu lâcher prise, tu vois. Ça doit pas être facile. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Bon, est-ce que tu aurais un conseil ou deux ou trois à donner à quelqu'un qui se lance dans un projet tech pour la première fois et pas qui reproduise les erreurs courantes? Ah, ça y en a un paquet des conseils, je pense. Mais c'est, Les principaux. ouais, je pense que le principal, c'est de se lancer. Faut pas avoir peur, faut pas hésiter, faut y aller. Ouais, clairement, faut y aller. Après, on allant un petit peu plus loin parce que ça, dire faut y aller, c'est marrant, mais bon, ça veut pas dire C'est grand-chose. le conseil courant. Ouais, mais en vrai, ça a l'air anodin, mais si, il y en a beaucoup qui osent pas. Tu vois, je pense. Et je pense que pendant longtemps, même moi, j'ai pas osé, tu vois. Et bon, après, avec 10 ans d'expérience dans le développement, on est un peu plus détendu sur nos compétences et du coup, on est un peu plus à l'aise. Et c'est maintenant que je me rends compte qu'en vrai, c'est pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience, clairement. Mais voilà, il faut pas hésiter à se lancer, il faut pas avoir peur de rater parce que ça fait partie en fait du parcours. Moi, j'arrive là, je te parle de mes expériences, mais j'ai jamais gagné 1 euro dans mes projets. Et pour autant, ben, ça se passe bien, tu vois. Je suis content, j'ai appris plein de choses en quelques mois, et ça fait partie du parcours classique, je pense. Il faut essayer plein de fois, plein de fois, plein de fois, et jusqu'à ce que ça marche. Après, en conseil, ben, ne pas trop écouter les conseils. Parce que du coup, il y a des personnes qui vont avoir une personnalité qui fait que ils ont des capacités marketing ou de communication, ou ils ont déjà des réseaux, ils ont déjà une communauté, et du coup, ils vont être sur des projets plus orientés marketing. Le succès dépend beaucoup plus du marketing que du projet. Si c'est une personne vachement introvertie, qui est très technique, mais qui est pas très à l'aise dans cette partie-là, soit tu t'entoures, soit bah, tu prends des projets qui sont plus adaptés à tes compétences et à ce que tu sais faire, et du coup des projets beaucoup plus orientés tech, à destination des tech et des boîtes, que du coup tu vas marketer à travers d'autres tech pour que eux convainquent leur CEO de l'intégrer dans leurs produits, plus des projets orientés comme ça. Et sur les produits, à l'essentiel, vraiment garder un MVP. Un MVP, ça veut pas dire pour autant de bâcler la landing page, de bâcler l'UX.
et l'UI, c'est une des erreurs que j'avais fait sur le premier projet. Ma landing page, elle était pas responsive et elle était assez fade quand j'ai lancé. Et il y en a beaucoup qui m'ont fait le retour. Et puis, ne pas hésiter à expérimenter, d'aller toquer aux portes. Il faut faire ça bien. J'ai essayé une campagne Wallaxy, par exemple, et ça a été un désastre. Je le ferai plus jamais. Déjà, de base, même moi, j'aime pas ça. Je l'ai fait pour essayer et ça a été, je pas fait insulter, mais je pense que c'était pas loin. Et, parce que ouais, ça sentait la prospection automatisée à planer, machin, et puis personne aime ça. Personne aime ça. Donc, ne pas hésiter à toquer aux portes, à aller envoyer des petits messages, machin, et de présenter le produit, d'aller poser des questions aux gens. Encore une fois, ça dépend aussi de la personnalité du dev et des produits qu'il envisage de faire. Mais s'il est pas trop gêné par ça, il faut pas hésiter. Les gens généralement ils sont quand même ouverts. C'est un truc que j'ai découvert du coup à travers les posts LinkedIn, de voir en fait qu'il y avait de la bienveillance. Il y a pas mal de bienveillance, même si il faut faire gaffe avec la frontière bienveillance et je vais pas dire hypocrisie, le mot est un peu fort, mais les personnes, ils vont t'encourager, machin, mais ça veut pas dire qu'ils vont payer derrière. Oui, bien sûr. Mais souvent, c'est pareil que les proches, hein. En général, ils disent que c'est bien, mais ils vont pas venir acheter Non, derrière. le problème des proches, souvent, il y en a qui sont là, mais ouais, mais t'es sûr, machin, faut pas. Tu vois, il y a beaucoup, les proches sont là, reste dans ton CDI, pourquoi tu vas te. Bon, ça, c'est Hein, encore un autre sujet. c'est un débat, mais voilà, c'est pour ça que je dis aussi, faut pas hésiter à se Ouais, lancer. Tu peux te lancer, comme je fais moi, c'est quelques heures par semaine, en plus de mon activité principale. Des fois, entre midi et deux, je mange devant mon PC. Voilà. Mais faut pas hésiter à se lancer. Tu fais des projets, ça marche pas, c'est normal. Ça fait partie de l'apprentissage. Et il faut se documenter et regarder un peu l'inspiration chez d'autres. Donc sur Twitter, sur X, sur YouTube. Je parlais de Karim Matra tout à l'heure. Sa chaîne elle est géniale. Benjamin Code aussi. Avec son projet Mes Sponsors, il en parle pas mal et c'est très inspirant, c'est très intéressant. De regarder un petit peu les autres aussi. Il y a Kevin Piacentini sur LinkedIn qui partage beaucoup avec Cobble notamment. D'ailleurs, Cobble, c'est très bien pour commencer des projets. Ça porte pas mal de choses, Cobble.io. Toutes ces personnes-là sont très inspirantes. Donc, ils ont chacun leur manière de faire, chacun leur approche au niveau marketing, sur la communication. Kevin Piacentini, il est assez agressif sur les réseaux sociaux, sur sa communication. C'est une stratégie de communication. C'est vrai que ça pourrait être mal interprété, mais au final, il gère très bien. Et ça marche pas mal. Ça a l'air de bien marcher pour lui. Et du coup, c'est une source d'inspiration pour beaucoup de monde. C'est vrai que j'en parle avec d'autres personnes qui sont plus ou moins au stade que moi dans leur aventure entrepreneuriale. Et du coup, se documenter avec le contenu qu'on apprécie. Parce qu'il y en a plein, ils vont te parler des livres. Ah, ça, les livres, on va t'en recommander des tonnes. Moi, j'ai essayé d'en lire, j'en ai pas lu un. C'est impossible. Pourtant, j'adore lire, mais pour moi, la lecture, c'est un passe-temps, un loisir qui n'a rien à voir. ouais, Et je du coup, comprends. je lis des livres qui ne sont pas des livres business, clairement. Même les livres tech et tout, jamais j'ai réussi à lire un livre. Donc, moi, c'est pas le contenu que j'aime consommer pour faire de la veille. Et YouTube, les X, LinkedIn, tout ça, j'aime bien. Alors, du coup, choisissez votre contenu que vous appréciez et faites un petit peu de veille avec ça. Trouvez de l'inspiration, de projets, d'inspiration, de méthodologie, d'inspiration de marketing. Bon, du coup, en gros, je résume, mais les trois conseils, c'est se lancer, ne pas hésiter à en parler et faire de la veille. C'est ça. Et, il y avait aussi d'un point de vue un peu plus technique, c'est de pas bâcler quand même la présentation du produit. Bah oui, parce que de toute façon, on est à l'ère où les jolies choses marchent bien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Non, mais c'est vrai, parce que le MVP, si tu veux, ta landing page, pour convaincre les gens, c'est important. Et quand on parle de MVP et qu'on dit qu'il faut se lancer le plus vite possible, faut être un peu plus mesuré par rapport à ces propos-là. Dans le sens où il faut se lancer vite, avec peu de fonctionnalités. Il faut pas s'éparpiller à vouloir faire une usine à gaz dès le début pour valider son concept. Mais le peu que tu livres, il faut qu'il soit livré de manière qualitative. Mm. Non, mais c'est sûr, enfin, la qualité, c'est quand même super important. Enfin, quelqu'un qui tombe sur un bug tout de suite, il va pas revenir. Ah, mais même, enfin, il y a des petits. Enfin, moi, je suis dev back. J'aime le front, c'est pas. Enfin, surtout le design, c'est pas mon truc. Et là, je sais qu'il faut que je fasse quelques ajustements. Et c'est des trucs, je considère que c'est pas très important de mon point de vue personnel. Mais je sais que c'est important pour les gens. Hein. Le bouton qui est pas très bien aligné, ça chagrine un peu. C'est des trucs, c'est bête. Mais il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort.
C'est les trucs sur lesquels le MVP il doit être quali. T'as pas beaucoup de fonctionnalités, mais il faut que ce soit quali, y compris sur l'UX, sur le design, sur tout ça. Non, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de revoir un peu les designs de DevBack, si t'as besoin. On en parlera après alors. Ça marche. Est-ce que t'as d'autres sujets dont tu voudrais parler? Pas spécialement. Moi, je trouve que c'était plutôt agréable comme conversation, et j'espère que ça va aider des gens à se lancer. Et qu'ils n'hésitent pas à me poser des questions sur LinkedIn s'ils ont envie. Hein, je réponds généralement. C'était la prochaine question, mais où c'est qu'on peut te contacter? Donc sur LinkedIn? Ouais, c'est ça, je réponds. J'ai toujours LinkedIn ouvert sur mon ordi, donc je réponds assez rapidement. Ça marche. Je mettrai le lien dans la description de toute façon, donc si les gens veulent te retrouver directement. Du coup, merci d'avoir fait cet épisode avec moi, et j'espère aussi que ce sera utile pour d'autres personnes qui veulent se lancer sur des petits SaaS ou des petits projets tech. Et puis, faut se lancer de toute façon. C'est un peu la conclusion de l'épisode. Mais merci beaucoup, et puis à bientôt. Pas de souci, avec plaisir. À bientôt. C'est fini pour cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à lui donner une note et à t'abonner pour ne pas louper les prochains. Si tu souhaites échanger avec moi, tu peux me retrouver sur le compte Instagram Take Me to the Startup ou sur LinkedIn sous mon profil Tamara Gilbert. Merci et à très vite.